Bienvenue aux nouveaux membres et aux membres de l'année dernière. Bienvenue pour cette première session de conférence. Alors, on a un planning relativement chargé cette année, mais comme je l'avais dit le jour de la réunion d'information, on a trois volets, trois grands volets. Un, le développement, deux, l'immobilier, et trois, la fiscalité. Donc, nous allons tout naturellement commencer par le développement personnel pour avoir le mindset qu'il faut pour pouvoir investir dans l'immobilier. Je le répète, on le répète régulièrement, l'investissement immobilier, c'est 80% mindset et 20% technique. Vraiment, ça, il faut comprendre ça, il faut avoir le mindset et le mental d'un investisseur pour pouvoir durer dans le temps. C'est un plaisir pour moi et un honneur de vous accueillir. Et un grand merci à ceux qui nous font confiance et aux nouveaux membres. Bonjour à tous, merci pour votre patience, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis Victoria Bonheur, je suis accompagnatrice en élévation personnelle et aujourd'hui en fait on va parler de la chasse immobilière stratégique. Alors, pour commencer, on va déjà voir qui je suis pour vous parler de ça. Effectivement, comme Eric l'a dit, je suis spécialiste du développement personnel, plutôt orienté compétences psychosociales, donc ça va être tout ce qui est gestion des émotions, gestion de l'énergie, gestion du temps, l'organisation, pour notamment, parce qu'aujourd'hui on va parler un peu de procrastination, les personnes qui remettent à plus tard le passage à l'action. Et en fait, en tant qu'investisseur, certes, il faut avoir une vision, mais si jamais on a juste la vision et qu'on ne fait rien, eh ben en fait, on n'est pas investisseur, on est un rêveur. Donc, je suis aussi une spécialiste de la pédagogie. Donc, du coup, je vais vous proposer des outils qui, selon moi, sont assez pratiques pour optimiser votre recherche de biens. Voilà. Donc, j'ai plusieurs casquettes et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réuni tout ça sous la casquette d'accompagnatrice en élévation personnelle parce que je suis coach professionnel certifié, mais je suis également formatrice en intelligence émotionnelle, en management, en leadership. Et vous allez voir que la partie leadership, c'est quand même assez important dans l'aspect de l'investissement. Parce que un leader, c'est quelqu'un qui a une vision et qui est capable de fédérer plusieurs personnes autour d'un même projet. Et en tant qu'investisseur, en fait, on n'est jamais tout seul à faire son truc dans son coin. Ok? Donc voilà. J'ai écrit le livre Mon bonheur, la raison de ma colère. Vous avez un exemplaire de présentation qui circule à travers vous. Et j'ai une émission radio qui s'appelle La Chronique du Bonheur où j'interviewe les thérapeutes et praticiens du bien-être en Martinique parce que j'estime que je ne suis pas la seule à intervenir pour que vous soyez bien dans votre vie. Et se faire accompagner, c'est aussi prendre soin de soi. Donc voilà. Aujourd'hui, on va voir la posture de l'investisseur. Comment est-ce que vous allez pouvoir renforcer votre posture d'investisseur? Puisque de toute façon, si jamais vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez une volonté de voir plus haut. Donc, du coup, on va parler de la posture de l'investisseur. On va parler également de comment est-ce qu'on peut s'organiser efficacement. Parce que ça peut être facile de se perdre dans les « Ah oui, mais il faut que je fasse ça, mais il faut que je fasse ça, mais il faut que je fasse ça. Attends, où est-ce que je commence encore ?» Donc là, l'idée, c'est de canaliser votre énergie au bon endroit, surtout quand il s'agit de prospection immobilière. Donc là, je vais vous partager un fichier avec des colonnes bien spécifiques que vous aurez juste à remplir en fait quand vous serez en mode prospection. Moi, j'aime bien parler de réussir en paix avec soi-même parce qu'on a tendance à vouloir se forcer à faire comme les autres pour avancer. Là, l'idée, c'est que vous trouviez votre propre façon de fonctionner qui marche, parce que si jamais vous êtes en vie aujourd'hui, c'est que les stratégies que vous avez mises en place pour survivre ont fonctionné, donc félicitations déjà pour ça. Et donc du coup, on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir amplifier vos forces, plutôt que d'être en mode « je veux absolument suppléer mes faiblesses ». Il y a la force du réseau qui permet aussi de s'appuyer sur les forces de chacun et donc du coup de gagner du temps. Donc si jamais vous sentez que je partage beaucoup de choses,
c'est normal parce que j'aime ça. Prenez ce qui vient, prenez ce qui reste. Je vous invite vraiment à vous sentir libre de laisser couler ce qui ne reste pas. De toute façon, vous aurez accès aux fichiers importants et aux liens aussi que je vais vous partager. Donc, sans stress. Ok? Voilà. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. L'investisseur immobilier, d'habitude, quand on pense investisseur immobilier, on se dit « Ah oui, mais en fait, il faut que je connaisse mon marché, il faut que je sache faire de l'analyse financière et que je sois en mesure de budgétiser. » C'est vrai. Mais vous n'êtes pas obligé de tout savoir faire dans la sphère de l'immobilier. La patience et la vision à long terme est importante puisque quand on investit surtout en immobilier, en fait, on n'investit pas juste en one shot et en se disant aujourd'hui j'investis mais je n'ai des retombées que pour aujourd'hui. On va voir vraiment sur du moyen voire du long terme autant que possible. Ensuite, il y a effectivement les compétences de négociation qui interviennent au moment de décider d'acheter son bien, mais parfois on peut, avec des informations bien précises, tomber sur de bonnes affaires où on n'a même pas forcément besoin de négocier. La gestion du risque, ça c'est obligatoire. Savoir quel risque on est prêt à prendre. En général, quand on pense gestion du risque, on va penser gestion du risque négatif. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'échoue? Qu'est-ce qui se passe si jamais je perds de l'argent? Mais il y a aussi la gestion du risque positif. Qu'est-ce qui se passe si jamais je gagne de l'argent? Parce que j'aime à dire que les personnes qui ont peur de l'échec, en général, quand elles posent leur objectif, quand elles définissent leur objectif, elles sont déjà dans une situation d'échec parce qu'elles n'ont pas encore atteint leur objectif. Et notre système interne, il aime bien tout ce qu'on connaît déjà. Donc, quand on est déjà dans une situation d'échec, entre guillemets, parce qu'on n'a pas encore atteint l'objectif qu'on est en train de viser, il y a une part de nous qui est en mode « Oh, ça va, on survit là, on a encore envie, tout va bien ». Et quand on veut aller vers la réussite, là, il y a une petite crispation parce qu'on se dit « Ouais, mais ça, j'ai jamais encore fait ça, je connais pas, je sais pas comment ça va se passer. Et si jamais ça se passe bien, peut-être que ça va mal se passer. Peut-être que je vais mal vivre le fait de gagner de l'argent, peut-être que je vais mal vivre le fait d'avoir des locataires, peut-être que je vais mal vivre le fait d'investir dans un projet que je ne connais pas. » Donc du coup, quand on parle de gestion du risque, il est important de prendre en compte la partie positive aussi, parce que c'est facile de prendre la partie négative, on y pense d'office, mais quand on se dit tiens, je risque de réussir, c'est aussi une gestion du risque à prendre en considération. La capacité d'adaptation, oui, il faut pouvoir s'adapter aux aléas, aux imprévus. Là aujourd'hui, on a vécu quelques imprévus, on s'est adapté. On a pris le café pendant ce temps-là, on a réseauté pendant ce temps-là, on a occupé le temps à faire des choses importantes pendant que d'autres choses qui étaient indépendantes de notre volonté se faisaient. Ok? Et puis bien sûr, il va y avoir la compétence en gestion de propriété, l'éthique et l'intégrité, parce que en tant qu'investisseur, ça c'est Jacques Lépine que j'ai entendu pour la première fois parler de ça, qui disait que quand on est investisseur immobilier, en fait, on est entrepreneur et on a des clients qui nous payent tous les mois le loyer. Et ça, j'ai bien aimé en fait cette vision-là parce que c'est tout à fait vrai. À partir du moment où on a quelqu'un qui nous donne de l'argent contre un service, un produit, une valeur, c'est un client. Donc, c'est important de pouvoir gérer la relation client, gérer la valeur qu'on produit ou qu'on propose. Et ça passe aussi par la gestion de propriété pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour maintenir nos biens dans un état correct, voire excellent. Et comment est-ce qu'on va faire aussi pour pallier aux imprévus ou aux casses ou aux choses comme ça. Et puis, l'éthique et l'intégrité, ça va dépendre de votre personnalité, de ce qui est important pour vous, des valeurs. Les valeurs du club, c'est partage, confiance, honnêteté, convivialité, engagement, transparence.
À savoir, est-ce que vous avez envie d'appliquer ces valeurs aussi dans votre relation client? Parce que bien souvent, on a tendance à dire qu'on attire les clients qui nous ressemblent. Donc, si jamais vous voulez de bons payeurs, il est important que vous aussi, vous soyez de bons payeurs. Ça fait partie du mindset. Le réseau et les relations, vous avez déjà commencé aujourd'hui. Peut-être que d'autres, vous avez commencé bien avant. On ne sait jamais de quoi sera fait après-demain. Donc, du coup, et le monde est tout petit. Donc, je vous invite aussi à faire attention à la façon dont vous traitez les gens autour de vous. Que ce soit des personnes qui sont haut placées ou que ce soit des personnes qui, socialement, ont des postes qui ont l'air un peu moindres, mais qui sont essentiels. Puisque, par exemple, les techniciens de surface, on a tendance, pour certains, à les regarder de haut, mais si jamais ils sont pas là, les salles qu'on utilise ne sont pas propres. Et si jamais les salles qu'on utilise ne sont pas propres, ben on n'est pas bien dedans. Donc, chaque étape, chaque strate de la société est importante. Et puis, on est toujours à 5 personnes de la personne qu'on a besoin de contacter, maximum. Même si c'est le roi d'Angleterre. Il faut juste identifier les bons nœuds dans notre système de réseau. Donc, je vous invite vraiment à penser à ça et à mettre ça en application quand vous pensez investissement. Votre vie est déjà un investissement. Ok? Donc ça, ce sont les choses auxquelles on pense la plupart du temps. Ici, j'avais prévu de l'emmener, puis bon, dans le rush de ce matin, je l'ai oublié. Le cadran du cash flow. Je ne sais pas si jamais il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu. 1, 2. Alors, Père riche, Père pauvre, c'est le premier volet. Le cadran du cash flow, c'est juste après. Et en fait, dans le cadran du cash flow, on apprend effectivement qu'il y a plusieurs postures. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que l'investissement, c'est entreprendre. Et en fait, tout ce qui est dans cette colonne-là, on échange notre temps contre de l'argent. Dans cette colonne-là, on commence à utiliser son argent pour générer de l'argent. On commence à utiliser son temps pour générer de la valeur indépendamment du temps qu'on y passe. Alors certes, au début, ça peut prendre un peu de temps, mais en fait, l'idée, c'est de penser, j'investis dans des actifs qui vont me ramener de l'argent, de la valeur, des connexions. Votre réseau, c'est un actif. Votre santé, qu'elle soit physique, mentale ou financière, c'est un actif. Parce que du coup, en fait, ce que vous allez utiliser pour ensuite créer de la valeur dépend de ça aussi. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Donc, si jamais vous l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire. Je l'ai lu en 3 jours. C'est pas un truc vraiment très difficile. Et franchement, Père riche, Père pauvre et le cadran du cash flow, il y en a qui disent que ce sont des livres financiers. Moi, j'ai trouvé que c'était des livres de développement personnel. Parce que ça invite à penser à sa posture, à penser à la façon dont on envisage la vie et donc du coup à se positionner par rapport à ça. Jusqu'ici tout va bien? Super. Donc, l'investisseur, c'est d'abord une posture. Qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, la façon dont vous allez utiliser les actifs qui sont à votre disposition, donc d'abord votre santé physique, votre santé mentale et votre santé financière, mais aussi vos connaissances, vos compétences, votre réseau, ça va faire la différence entre une personne qui a une bonne santé, etc., mais qui fait ce qu'elle veut sans penser à l'avenir, un peu en mode cigale, et une autre personne qui a exactement les mêmes ressources, mais qui pense en mode fourmi, ça sera différent. Ok? Là, la posture de l'investisseur, c'est d'abord une vision et ensuite de la persévérance. Parce que, par exemple, quand on investit dans son corps, c'est pas à la première pompe qu'on est en mode « Wouh, j'ai de super biceps ». Non. Par contre,
Si jamais on fait une pompe chaque jour pendant un an, eh ben, en fait, on va voir que notre corps va changer. C'est ce qu'on appelle les effets cumulés. Donc, tout d'abord, la vision. Où est-ce que je veux aller? Pour ça, il est important de définir ses objectifs. Et on va voir comment faire. Je vais vous poser quelques questions. Pour ceux qui ont de quoi noter, vous allez pouvoir y répondre. Pour ceux qui n'ont pas de quoi noter, mais qui ont un téléphone portable, vous avez une application Notes. Donc, du coup, on commence par définir son objectif. Où est-ce que je veux aller? Quand on prend sa voiture, bon, sauf si jamais on est en mode j'ai du temps à perdre, on définit une destination. Donc là, en investissement, ça va être pareil. Où est-ce que je veux aller? Quelles sont mes options pour ça? On va optimiser ses ressources. Les ressources, c'est le temps, c'est l'énergie et c'est l'argent. Dans cet ordre-là, parce que le temps ne revient pas. L'énergie, ça fluctue. L'argent, ça peut fluctuer, ça peut revenir. Mais par contre, le temps, une fois qu'il est passé, c'est fini. Donc, votre temps est hyper précieux. L'idée de l'investisseur, c'est qu'il se dit, OK, de toute façon, le temps va passer. Qu'est-ce que je fais pour que le temps qui passe me rapporte de l'argent, me rapporte des ressources, me permette de préserver mon capital santé, etc., etc. Un investisseur, il se forme en continu parce que tout évolue très vite. Les applications, les lois, il y a tout qui change tout le temps. Donc si jamais on se dit ah bah tiens j'ai lu un livre sur l'investissement en 2012, c'est bon je suis calé, eh ben non. Il y a des choses qui évoluent. Il y a maintenant la possibilité d'investir dans de l'immobilier mais sous forme de briques à raison de 10 euros ou 15 euros ou 20 euros, bref peu importe. On est déjà dans de l'investissement immobilier. Ok? Et on va faire ce qu'on appelle de la planification stratégique. Comme on a une vision, on sait où on veut aller, on va faire une espèce de rétro-planning des options pour y arriver. Et on va mettre en place une organisation qui va nous permettre d'optimiser l'énergie qu'on met dans nos actions et le temps qu'on y passe. La gestion du risque, bon ben ça vous la connaissez déjà, on en a parlé tout à l'heure. Le développement personnel et le leadership. Le développement personnel, oui, chaque jour on change. Entre ce matin 7 heures et maintenant je sais plus quelle heure il est, vous avez déjà évolué. Puisque déjà vous avez trouvé la salle qui n'était pas forcément évidente à trouver. Ensuite, vous avez rencontré de nouvelles personnes déjà aujourd'hui. Et on a déjà commencé à parler d'investissement. Donc il y a déjà des choses qui ont bougé entre ce matin 7 heures et maintenant. Ok? Donc, du coup, au niveau du développement personnel, bah, c'est important de travailler sur soi, de se faire accompagner autant que possible, parce que quand on se fait accompagner, ben, on gagne du temps. Et quand on gagne du temps, eh ben, on gagne de l'énergie et éventuellement de l'argent. Et puis, la notion de leadership. Comme j'en parlais tout à l'heure, le leadership, c'est la capacité de fédérer plusieurs personnes autour d'un objectif commun. On a tendance à penser leadership en entrepreneuriat, en sport, mais en fait, quand on vit dans une maison avec plusieurs personnes et qu'on s'arrange, par exemple, pour que le salon reste propre, ben on est déjà en train d'activer notre leadership parce qu'on va dire, bon, bah, si jamais on a des enfants, on va leur dire, bon, bah, si jamais le salon n'est pas propre, 1, je peux crier, 2, je peux te prendre la tête, 3, je peux t'empêcher de sortir ou de ramener des copains à la maison, par exemple. Donc, du coup, les enfants, le conjoint, la conjointe, peu importe, aura ses propres motivations pour que l'objectif, le salon reste propre, soit atteint. On est déjà dans de l'application de leadership à ce moment-là. Quand on investit, on va le voir, l'entourage est important. On a tendance à dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Moi, j'ai tendance à préciser, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus en fonction du domaine. Parce que on n'a pas forcément le même cercle quand on parle d'investissement immobilier que quand on va sortir pour la bête à fée. Par exemple. Donc, du coup, en fonction des domaines de vie, ben là, ça va dépendre effectivement des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Votre évolution va impacter votre entourage, que vous le vouliez ou non. On est interconnectés. Donc, pensez
au côté, c'est par là que je veux aller, je t'informe, je t'en parle, je t'implique. On va voir ça aussi. Ça fait la différence. Moi, quand j'ai découvert Père riche, Père pauvre et le cadran du cash flow, j'ai dit à mon compagnon, je sais que t'aimes pas lire, mais il doit y avoir ça quelque part sur YouTube ou en audio ou un truc comme ça. Il faut que tu sois au courant parce que c'est par là que je vais. Et que techniquement, on est censé continuer à avancer ensemble. Donc, que tu sois informé, c'est mieux. Que tu sois formé, c'est mieux. Que tu puisses t'impliquer, c'est parfait. Parce que jusqu'ici, tout va bien. Et puis, bien sûr, on va passer à l'action. Parce qu'encore une fois, si jamais on a une vision, mais qu'on n'agit pas, on est en train de dormir. Donc, la définition de vos objectifs. Là, je vous ai mis quelques questions pour que vous puissiez justement définir, par exemple, votre objectif au... Alors, on a tendance à avoir vision long terme, mais là, je vous invite à voir pour les 3 prochains mois. Là, aujourd'hui, on est le 3 février. Eh bien, pensons, qu'est-ce qui va se passer le 3 mai? D'ici le 3 mai, qu'est-ce que j'aurai fait? À l'heure actuelle, quelle est ma situation présente? Je pars d'où? Est-ce que je pars avec 800 € de découvert? Ou est-ce que je pars avec 200 € de découvert et 4000 € sur mon compte épargne? Ou est-ce que je pars avec un compte déjà positif avec 500, 1000, 5000 et un compte épargne qui est conséquent qui me permettrait de faire mes premiers investissements? Est-ce que je connais ma capacité d'épargne? Est-ce que je connais ma capacité d'emprunt? Etc., etc. Quelle est ma situation actuelle? Je vous ai pas demandé. Vous m'autorisez à vous tutoyer? Vous avez le droit de me tutoyer aussi. Donc, quelle est ta situation actuelle? D'où est-ce que tu pars? Quand on a rendez-vous aux Salines, des fois on peut partir de Grand-Rivière, de Saint-Pierre, du Marin ou de Fort-de-France. Le trajet n'est pas le même. Donc la distance à parcourir n'est pas la même. Mais par contre, l'objectif Salines, c'est le même. Donc, où est-ce que tu veux aller? Et on va poser des mots précis sur la situation souhaitée en termes de ressenti. Comment est-ce que je veux me sentir? En termes de chiffres, combien est-ce que je veux atteindre comme revenu? Mettez de vrais chiffres, s'il vous plaît. Pas du environ. Je vais être confortable. Ça signifie quoi, confortable? Qu'est-ce que cet argent-là va vous permettre de vivre? J'aime bien poser la question, pour vivre quoi? Pour ressentir quoi? Pour obtenir quoi? Est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on ne veut pas de l'argent juste pour le poser là, comme ça, en mode « Oh, t'es beau ». Non. On veut de l'argent pour vivre des expériences. Pour acheter des services. Pour acheter des produits. Pour ajouter de la qualité de vie. Donc, je vous invite à poser un chiffre. Et idéalement, on va se donner une date. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé du 3 mai parce que le 3 mai, je crois que c'est dans 3 mois. Même si c'est pas le grand chiffre que vous rêvez que vous aurez atteint dans 3 mois, vous allez voir quel est le maximum que vous pouvez faire d'ici 3 mois. Parce qu'en général, quand on se donne de courts délais, eh ben on est plus efficace. Parce que si jamais je vous dis, allez, dans un an, ah ouais, mais dans un an, ça va, on est loin, on est large. Donc j'ai le temps de ne pas faire les choses. Dans 10 ans, pareil. Donc c'est important, oui, d'avoir la vision long terme, mais l'action, elle se fait maintenant. Et pour rester dans du concret, dans du palpable, on va se donner des objectifs à 3 mois qui sont de
des sous-objectifs, mais qui sont importants. Puisqu'on ne se téléporte pas comme ça dans 10 ans. La personne que vous êtes aujourd'hui est la résultante des choix et des actions que vous avez posées les 10 dernières années. Et je suis sûre que vous étiez quelqu'un de complètement différent il y a 10 ans. Il y a la méthode M3, qui sont des agendas sur 3 mois où on peut définir effectivement l'objectif à 3 mois, l'objectif du premier mois, l'objectif du deuxième mois et l'objectif du troisième mois. Et en semaine et en jour, effectivement. Alors, moi, j'utilise pas les agendas, mais c'est le même principe. Ensuite, effectivement, tu parlais du fait de le faire à plusieurs. Quand on prend un objectif, quand on décide un objectif, quand on prend un engagement, avoir quelqu'un vers qui on va se tourner ou quelqu'un qui va nous demander alors où est-ce que tu en es et tu avais dit que tu allais faire ça et tu en es où? Eh bien en fait, c'est ce qu'on appelle un témoin de moralité. Ça va nous inciter à agir parce que du coup, on a quelqu'un à qui rendre des comptes. Pas dans le sens où doué moins, mais dans le sens on s'entraide à avancer. Et si jamais il y a un truc, bon bah ça j'ai pas pu faire, ça j'ai pas pu faire, quand on est dans le rendez-vous avec le témoin de moralité, l'idée c'est pas d'enfoncer la tête sous l'eau à celui qui n'a pas réussi à faire, mais de voir qu'est-ce qui freine. Et si jamais ça freine pour des raisons de compétences, pour des raisons d'énergie, etc., on délègue. Qui est-ce qui peut faire ça pour toi? Quelles sont tes options? D'ailleurs, on en parle juste après. Donc, je vous invite à formuler votre souhait en une phrase au présent. Et on va éviter les je souhaite, je veux, j'aimerais. Je gagne tant d'ici tant de temps ou d'ici telle date. On est précis, on est spécifique. Et autant que possible, on va s'engager vis-à-vis de soi-même. Parce que c'est une décision qu'on prend. Une décision qui va impacter toute notre vie. Alors, si jamais il y en a parmi vous à qui ça fait peur, je vais prendre le temps de vous expliquer à quoi sert la peur. La peur, c'est une émotion qui vous dit, vérifie que tu as les bonnes ressources pour faire face à la situation. C'est à ça que ça sert, la peur. Donc, je vous invite à éviter de dépenser votre énergie. Il faut que je vainque ma peur. Il faut que je me batte contre la peur. Il faut que je surmonte ma peur. Non. On s'amuse pas à démonter la ceinture de sécurité d'une voiture ou à débrancher l'alarme à chaque fois qu'on éteint la voiture. La ceinture de sécurité a fait sa vie, la peur a fait sa vie. Je vous invite à vous autoriser à fonctionner indépendamment de la peur parce que la peur, elle est là pour tout et son contraire en même temps. On a peur que ça change, on a peur que ça change pas, on a peur d'évoluer, on a peur de rester comme ça, on a peur de gagner, on a peur de perdre. Le tout en même temps. Donc si jamais on dépense de l'énergie à se dire il faut plus que j'ai peur, il faut pas que j'ai peur, il faut que je surmonte ma peur, on perd du temps et de l'énergie. C'est pas ça qui va faire avancer vos projets. D'accord? Donc si jamais vous sentez que vous avez peur, on va prendre le temps de respirer. Je vous invite à le faire avec moi. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On va le faire 3 fois. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Une 3e fois, on inspire et on souffle. Et si on peut, on boit une gorgée d'eau. Et après, on se refocalise sur ce qu'on a à faire. On n'a pas le temps pour la peur. Parce qu'elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le système de sécurité. D'accord? Donc, du coup, c'est intéressant si jamais vous savez c'est quoi votre profil d'investisseur. On va en parler dans quelques instants. Il y a plusieurs types d'investisseurs en fonction de votre appétence au risque.
votre capacité d'accueillir le risque négatif et positif. Quelles sont les ressources actuelles pour atteindre votre objectif? À partir de maintenant, là, tout de suite, comment est-ce que vous feriez si jamais vous n'aviez que ça pour fonctionner? Parce que vous n'êtes pas né ce matin. Donc, vous avez plein de capacités, de connaissances, de compétences, de réseaux qui peuvent vous être utiles pour atteindre votre objectif. Mais ça, on n'y pense pas. On se dit, mais non, mais en fait, comme c'est un nouveau truc, eh ben, je sais pas faire, il faut que je réapprenne tout. Mais non. Vous savez comment vous doucher, vous habiller, etc. Vous savez comment vous parler. Alors certes, il y a certains termes techniques que vous allez apprendre particulièrement, certaines compétences que vous êtes en mesure de développer, mais ça se base d'abord sur ce que vous êtes maintenant. Si jamais vous êtes plutôt du style, moi j'aime lire les livres, eh ben vous allez vous tourner vers des ressources, livres. Si jamais vous êtes plutôt du style, moi j'aime écouter les choses, eh ben c'est pas parce qu'il y a des livres et que vous galérez pour lire que vous devez vous dire, bah tiens, en fait, non, comme on m'a dit que c'est dans les livres, il faut absolument que je passe dans les livres. Il y a des livres audio maintenant. Vous êtes plutôt audio, allez vers les livres audio. Vous aurez le même genre d'informations et vous serez en capacité de les utiliser, ces informations-là. Si vous êtes plutôt kinesthésique ou que vous aimez avoir justement quelqu'un en face de vous pour vous expliquer des choses et ça vous permet d'aller plus vite, faites-vous accompagner. De toute façon, vous l'avez compris, vous êtes là aujourd'hui. Le club, il est là aussi pour ça. Pour vous donner accès à des ressources qui vous correspondent. Mais c'est pas parce que c'est un sujet nouveau que ça va changer votre méthode d'apprentissage. Il y a des informations en anglais, en français, en espagnol, en chinois, ça vous l'est. Eh ben, en fonction de ce que vous voulez apprendre, il y a des options. Partout où il y a une envie, il y a un moyen. Et si jamais le moyen qu'on vous propose à l'heure actuelle ne vous convient pas, trouvez-en un autre. D'accord? Ce n'est pas parce que la mise en œuvre vous semble délicate qu'il faut abandonner la vision et l'objectif. Le principe de la stratégie, c'est de mettre en place des actions qui vont vous mener à l'objectif, mais des actions qui vont avec vous. Parce que l'idée, c'est pas d'être non plus en mode « Ah ouais, mais j'ai fait tellement de trucs que je suis tombée en burn-out et donc du coup, j'ai rien pu faire de ce que je voulais faire. » Ça va? Donc du coup, pour répondre à la peur de « Mais je sais pas, je suis jamais allée par là, je sais pas si mais je vais réussir », on fait la liste des ressources dont on dispose aujourd'hui. Qui est-ce que je connais qui a réussi ce que je veux faire? Parce que si jamais il y a quelqu'un que je connais, que ce soit quelqu'un de proche ou quelqu'un que je vois dans les livres, dans les vidéos, etc., ça veut dire que j'ai accès à cette option-là. Je vais utiliser le mentoring, je vais utiliser l'expérience des autres pour éviter certains écueils. Quelles sont mes options de succès? Si jamais ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je retrouve mon équilibre quand ça se passe bien? Ouais, je vais peut-être payer plus d'impôts. Bah, quelle est la stratégie que je mets en place pour, malgré le plus d'impôts, fonctionner? En cas d'échec, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je perds tout, est-ce que je suis encore en vie? Non? Bon, on s'en fout. Oui? Ah, bah, ça veut dire qu'il y a des options. Ça va? Voilà. Donc ça, c'est des outils que je vous recommande d'utiliser pour définir vos objectifs. Les profils d'investisseurs. Il y a le conservateur qui a une tolérance au risque qui est très basse. Donc du coup,
Il va vouloir s'assurer, contrôler que tous les paramètres sont en place pour être sûr que si jamais il met quelques billes dans ça, il ne risque pas de perdre toute sa vie. Si vous voulez, il y aura peut-être possibilité que vous ayez accès au support. D'accord? Donc du coup, son horizon temporel, elle est assez courte parce qu'il est en mode, bah, en fait, il faut que je vois tout de suite les retours sur investissement, sinon j'ai peur. C'est ok. Quel que soit votre profil d'investisseur, je suis pas là pour vous dire vous avez tort, vous avez raison. Il est important de respecter votre propre écologie, sachant que quand on est au début, bien souvent on est en mode conservateur, mais c'est pas systématique. Mais ça peut évoluer en fait. Votre profil d'investisseur peut évoluer en fonction de vos expériences. D'accord? Il y a le modéré qui peut voir à long terme et qui se dit ah bah tiens, je peux risquer de perdre un peu d'argent ou je peux risquer de perdre un peu de temps sur telle ou telle transaction, mais je sais que ça peut me rapporter un peu plus. Oui, je passe dessus, vite fait. Parce que normalement, ça, en général, vous faites ça avec Eric, que je ne vois plus, mais qui est pas loin. En général, au début, si jamais vous voulez un entretien pour définir votre profil d'investisseur, vous pouvez voir ça avec Eric aussi. Ça va? Donc, super. Et puis, il y a le profil qui aime le risque. Le truc, la personne qui est un peu agressive. Qui se dit, YOLO, c'est pas grave. On y va. Au pire, on se casse la figure. Et c'est pas grave. Ça, c'est l'investisseur agressif. L'idée, c'est que de toute façon, petit à petit, vous voyez de plus en plus loin. Là, aujourd'hui, c'est brume de sable. Et ben, aujourd'hui, on va être en mode conservateur. On regarde devant nous. Et puis, petit à petit, que la brume de sable s'en va, et ben, on peut voir de plus en plus loin. Ok? Donc, quand on connaît son profil d'investisseur, quand on définit son objectif, on va partir aussi de son niveau d'investisseur. En termes de planification stratégique, là, vous avez votre objectif en tête. Vous savez à peu près quelle est votre appétence au risque en ce moment. Parce que comme je dis, ça peut évoluer. Il y a des moments où on est en mode c'est bon, c'est cool, c'est machin. Et puis il y a d'autres moments où on est en mode non, en fait, les vacances sont passées. On a déjà tout dépensé. On va se remettre carré. On voit à la fin du prochain mois comment est-ce qu'on fait pour gérer. Donc, vous connaissez votre profil d'investisseur. Vous partez de votre objectif, la vision. Et vous allez identifier les critères à cibler pour atteindre cette vision. Quelles sont vos limites aussi? Parce que, pareil, vous avez un profil d'investisseur, mais vous avez aussi vos propres limites. Si jamais on vous dit qu'il faut aller investir en Arabie Saoudite et que vous avez peur de l'avion, eh ben vous n'allez pas y aller. Donc du coup, vous allez définir les limites, ce qui est acceptable pour vous. Les limites, c'est ce qui permet de définir son périmètre de fonctionnement. Et puis, on va organiser sa prospection. Parce que, si jamais la prospection est organisée, on optimise notre temps et notre énergie. Je rappelle que le temps, c'est hyper précieux parce que ça ne revient pas. Et par contre, on peut organiser notre prospection en fonction de notre niveau d'énergie aussi. D'accord? Ainsi, quand on a organisé la prospection avec des critères bien spécifiques, je vais vous en parler dans quelques instants, on va pouvoir définir, comme on a dit, les critères, les limites et dire, OK, là, ça, c'est une bonne affaire parce que ça convient à mes critères, parce que ça respecte mes limites et parce que je le sens bien. On va éviter les coups de cœur. Je rappelle que l'investisseur, c'est on veut quelque chose de rentable et que la rentabilité, le gain, se fait au moment de l'achat. Ça va? On va décider du risque acceptable aussi, puisque une fois qu'on a tous les critères, on a tous les trucs, etc., on se dit bon,
j'y vais pas. C'est moi qui décide. C'est toujours vous qui décidez, en fait. C'est votre vie. Même si votre banquier vous dit, non, mais tu sais, c'est pas forcément une bonne idée. Si jamais vous avez décidé que vous y allez, vous allez voir un autre banquier ou une autre banquière. Ah oui, cette fois-ci, j'ai pas mis de trucs inclusifs dans les supports, mais c'est juste parce que j'avais la flemme. Mais l'inclusion est là. Donc voilà. Et puis ensuite, bah, bien sûr, on va passer à l'action. Parce que sans action, pas de changement. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va commencer à voir les fichiers de prospection. Alors, je ne fais jamais les choses dans l'ordre. Donc, je vous écris un fichier de prospection, mais avant tout, il y a le site de l'ANIL que je trouve assez chouette parce que si jamais vous cherchez des informations sur votre projet, etc., eh ben, en fait, vous avez tout un tas d'informations avec des petits formulaires comme ça à remplir pour en savoir plus. J'avais mis d'autres trucs. Alors, j'essaye de voir. Et organiser ses visites. Alors là, c'est plutôt pour les locataires, mais ça vous donne une idée quand même des critères à regarder quand on est, quand justement les locataires cherchent des logements. Est-ce qu'il y a une cave? Est-ce qu'il y a un parking extérieur, parking sous-sol, espace vert, etc., etc., etc. Connaître la vision du locataire. Bon, il y a peut-être des gens qui ont été propriétaires toute leur vie, mais connaître la vision du locataire, c'est aussi savoir un peu plus sur vos futurs clients. Donc, identifiez votre cible. Pour qui est-ce que je vais acheter ce bien? Parce qu'on n'achète pas un bien juste pour avoir un bien, on achète un bien pour qu'il y ait des personnes qui nous payent pour y avoir accès. Donc, même si ce sont des salles de conférence, eh ben, en fait, on va définir le profil des personnes qui vont louer des salles de conférence. D'accord? Donc, vous avez le site de lanil.org qui propose pas mal de choses. Là, par exemple, ça vous donne des informations sur l'achat d'un logement ancien avec des petites précautions, etc., etc. Donc ça, ce sont des outils pour développer vos connaissances à propos de la prospection. Vous avez accès à des professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, les banquiers, certains banquiers. Le banquier, c'est pas votre ennemi, c'est votre partenaire. D'ailleurs, je ne sais pas si cette année il y a une conférence là-dessus, mais il y avait une conférence qui a eu lieu il y a un certain temps qui était pas mal là-dessus. Votre banquier, c'est votre partenaire. Si jamais le banquier que vous allez voir n'a pas envie ou que votre leadership n'a pas suffisamment agi par rapport à lui, trouvez-en un autre. Il y a combien de banques en Martinique, en Hexagone, etc. Allez chercher le oui. Et parfois, pour trouver le oui, il faut se confronter à plusieurs noms. Mais un non, c'est pas grave. Un non, ça vous empêche pas de respirer. Un non, c'est ah, pour aujourd'hui, toi, c'est pas avec toi que je vais faire ça. Mais de toute façon, l'important, c'est d'aller chercher le oui là où il se trouve. Et des fois, il se trouve sur un chemin où il y a plein de non, d'abord. Mais c'est pas grave. Parce qu'on garde en tête l'objectif. D'accord? Et puis, bien sûr, vous avez le réseau du, alors je sais pas comment on dit pour le club immobilier des Antilles-Guyane, c'est C2IAG ou SIAG. Vous avez le réseau du SIAG qui est à votre disposition. Vous avez des professionnels, vous avez des investisseurs qui ont déjà investi, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent venir faire les visites avec vous. Bref, vous avez vraiment accès à toutes vos connaissances personnelles. Mais ce qui est bien avec le réseau, c'est que quand on a un réseau, eh ben en fait, on a aussi accès à toutes les connaissances et compétences des personnes qu'on connaît. Et ça marche en immobilier, mais ça marche partout. Ok? Vous êtes là pour optimiser votre temps. Si jamais vous savez pas faire, vous avez envie d'apprendre, c'est bien, faites-le.
Vous n'avez pas envie d'apprendre, vous savez pas faire, allez voir quelqu'un qui sait faire. Et autant que possible, renseignez-vous quand même sur la procédure, que vous puissiez vous assurer que la personne sait bien faire ce que vous attendez qu'elle fasse. Parce qu'il va falloir verbaliser vos besoins, votre attente, votre demande. Il va falloir ouvrir votre bouche pour dire j'ai besoin d'aide ou j'ai envie qu'on m'aide. Et c'est pas parce que vous savez faire que vous devez faire. On va en parler dans quelques instants. Votre entourage, c'est aussi un actif. Donc, on va voir aussi comment activer son leadership pour faire le tri entre les personnes qui sont des freins à votre projet. Ces personnes-là, on leur dit merci, mais on parlera d'autre chose. Ça veut pas dire qu'on doit couper les ponts avec eux, mais c'est juste que, bon, bah, pour ça, non, tu n'es pas la personne ressource. Et puis, les personnes qui peuvent être des personnes ressources, soit de motivation, soit d'encouragement, soit pour avoir bah, des portes ouvertes parce que un tel connaît un tel qui connaît un tel. Peut-être que votre projet à la base il s'intéresse pas à ça, mais qui va vous dire en fait je connais peut-être quelqu'un qui peut t'aider à ce niveau-là. Donc je te donne son numéro ou je vous fais vous rencontrer et puis vous gérez entre vous parce que moi ça m'intéresse pas. Mais si jamais on sait pas ce qu'il y a dans votre tête, on va pas venir vous en parler. OK? La procrastination, le fait de remettre à plus tard. C'est quoi pour vous la procrastination? Ça s'exprime comment? À quel moment est-ce que vous avez une alarme qui vous dit dans votre tête, oula, mais tu avais dit que tu devais faire ça et puis c'est pas encore fait. C'est quoi le signal? Est-ce que c'est quand on arrive au 5e épisode de la nouvelle série Netflix qu'on a lancée? Qu'on s'est dit, mais j'avais dit que j'allais faire un truc et puis en fait, c'est intéressant, épisode suivant. Ou est-ce que c'est quand on est en train de faire les magasins ou qu'on a appelé un pote, etc. et on avait dit qu'on faisait autre chose? Quel est votre signal de procrastination? Je vous invite à l'identifier. Parce que la procrastination en elle-même, c'est pas forcément ça le problème. Mais on va voir. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce que tu ne fais pas quand tu as dit que tu ferais? C'est quoi que tu fais à la place de ce que tu as dit que tu ferais? Tu as dit que tu ferais la vaisselle, mais au final, tu as la galéria en train de prendre un pot avec un pote. Tu as dit que tu appellerais pour faire de la prospection, mais au final, tu es en train de prendre la blague avec Jean-Claude, par exemple. Tu as dit que tu ferais une petite recherche sur le site seloger.com, mais au final, tu es sur Instagram. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en train de faire ce que tu avais dit que tu ferais? Parce que la procrastination, en fait, elle arrive quand on a besoin de quelque chose et qu'on s'est pas occupé de ce besoin-là. Je suis fatiguée, je prends un café au lieu de prendre 30 secondes de pause. J'ai faim, bof, non, je vais manger plus tard. Je vais prendre un petit complément alimentaire et puis je vais terminer mon boulot parce que c'est hyper, super important. J'ai besoin d'aller à la mer. Oh, mais non, j'irai dans 3 mois. Puisque il faut que je prenne un avion pour aller à la plage. Hein? Alors qu'on est à 10 minutes d'une plage en général. Et si jamais on habite au Gros Monde, eh ben on est à 20 minutes d'une rivière. Donc c'est pas si loin que ça. Mais on se dit, mais non, mais j'irai à la plage le dimanche quand tout le monde y va et que je vais être sûre de prendre 1h30 d'embouteillage pour rentrer chez moi. Et que je vais me dire, ah non, mais en fait dimanche tout le monde y va, donc du coup je vais pas y aller. Alors que notre corps a déjà réclamé plein de fois, j'ai besoin que tu mettes tes pieds dans l'eau. T'as pas besoin d'arriver jusqu'à la chevelure qu'il va te falloir 3 heures pour faire ton shampoing. Non, juste va mettre les pieds dans l'eau.
Non, non, j'ai pas le temps. Bah, au bout d'un moment, en fait, notre corps va se mettre en grève. Il va vous dire, tu as besoin de moi pour faire tes trucs, et puis moi, quand je te demande un petit zizine de ce que tu me dis va te faire bon, eh ben non, tu vas attendre. Tu vas attendre que j'ai ce que j'ai demandé, donc du repos créatif. Je passe du temps devant Netflix. Je vais voir un peu de choses belles, donc du coup, je vais faire les magasins. Ou j'ai besoin de sociabiliser et de passer des bons moments. Donc du coup, je vais aller voir un tel tartempion, etc., etc., pour boire un café, pour un truc, ou un chocolat, ou un thé vert, peu importe. Mais tu vas me donner ce dont j'ai besoin avant que je puisse à nouveau te permettre de faire ce que tu as à faire. Je suis rarement l'ordre de ce que je fais, mais c'est pas grave. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard une action qu'on a décidé de faire, quel que soit le domaine. D'accord? Donc, là, l'idée, c'est qu'effectivement, on a la vision de l'objectif, on a le point de départ, mais on se dit tellement des il faut, des je dois, des j'ai peur, et puis après ouais, mais ça me force de faire ça, etc., etc., que ça devient lourd. Les actions qu'on a à faire, ça devient lourd. Donc, on va aller chercher un peu plus de légèreté ailleurs que là où on a dit qu'on allait. Et ça arrive la plupart du temps parce que on ne prend pas en considération ses besoins, qu'il n'y a pas d'envie, parce qu'il y a des il faut, des je dois, des trucs un peu relous. On ne prend pas en considération le fait qu'on a le choix. Parce que il faut, je dois, ça fait très injonction, ça fait tiens, je te rajoute un petit poids. Et puis à chaque fois que je me dis ah mais tiens, il faut que je fasse ça. Ouais. Et puis une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire, on se dit pas ouais, youpi, c'est fait. On se dit attends, bon bah ça c'est fait, qu'est-ce qu'il reste encore à faire que j'ai pas fait? On va partir du ressenti qu'on souhaite atteindre avec le résultat obtenu. La vision. Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux obtenir en allant vers cet objectif-là? Parce que quand on fait ça, on va se reconnecter à la joie. Et la joie, je rappelle que je suis une spécialiste des émotions, donc je vous parle aussi des émotions. La joie, c'est l'émotion de base en fait. C'est quand on est à l'état d'équilibre. Et donc du coup, c'est une émotion où en fait, on va créer du lien avec ce qui nous entoure. On va apprendre plus facilement dans la joie. Combien d'entre vous qui se souviennent du théorème de Pythagore et combien d'entre vous qui se souviennent des paroles de leur chanson préférée? Voilà. Par exemple, un exemple. Dans la joie, on apprend plus facilement, on retient plus facilement. Et en fait, quand on est dans la joie, on se dit pas « Oh là là, je ressens de la joie, dans 2 minutes, il faut que ça soit fini. » hein. Non. Quand on ressent de la joie, on a envie que ça continue. On a envie de prolonger le moment. Parce que quand on ressent de la joie, on nourrit ce qu'on appelle les valeurs, ce qui est important pour nous, ce qui donne du sens à notre vie et ça génère de l'énergie. Or, pour agir, on a besoin d'énergie. Donc, du coup, on va se reconnecter à la joie. La raison pour laquelle je veux que mon salon soit propre et donc, du coup, je vais passer par la case ménage, c'est parce que quand le salon est propre, je me sens bien. J'ai pas d'idées parasites, je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire. Je m'occupe de mon intérieur parce que j'ai envie de m'occuper de moi, par exemple. Donc, revenez au ressenti que vous voulez avoir parce que vous aurez fait l'action. On va commencer par ça. C'est l'absence de joie qui rend la vie difficile, ce ne sont pas les épreuves. Sinon, les jeux vidéo, ça marcherait pas. Parce que c'est pas facile, hein, les jeux vidéo. Mais quand on y joue, c'est parce qu'on kiffe ça. On bute sur un truc, on se dit, ah tiens, je vais aller chercher la solution, et machin, et ceci et cela. Mais on continue. L'investissement, c'est un jeu. Il y aura peut-être une conférence là-dessus. À voir. Peu importe. On va identifier ce qui est vraiment important pour nous de vivre maintenant. Oui, il y a le ressenti qu'on va obtenir. Et
À partir du ressenti qu'on va obtenir, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être bien? Parce que des fois, prendre le temps d'aller à la plage ou prendre le temps de respirer ou de regarder une série Netflix, eh ben ça va nous vider l'esprit et ça va nous permettre d'être en mode OK. Bon ben j'ai mangé mon bout de gâteau, maintenant je peux voir les brocolis. Il y a pas de souci parce que j'ai généré de l'énergie pour faire les trucs un peu difficiles. Alors que si jamais on fait avaler le crapaud alors qu'on est déjà à zéro d'énergie, eh ben en fait on va se mettre en découvert d'énergie. Parce que les choses difficiles, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas et qui ne sont pas forcément plaisantes. Donc du coup, ça ne va pas nous générer de l'énergie, ça va juste nous prendre de l'énergie. Et si on est déjà en mode oh, je suis fatiguée, eh ben ça nous met en découvert pour la journée. Alors que des fois, il suffit d'écouter la musique de son dessin animé préféré ou sa soca du moment. Tout de suite, ça remonte le niveau d'énergie. Ça dure 3 minutes et demie. Et là, on est d'attaque pour faire ce qu'on a à faire. Gestion du temps, gestion de l'énergie et gestion de l'argent. Dans cet ordre-là. Si jamais vous n'avez pas l'énergie de faire l'action, remontez votre niveau d'énergie, ça vous prendra moins de temps que d'être en mode je me force à faire le truc, je suis pas productive donc du coup je vais prendre 7 heures alors que ça me prendrait 10 minutes de le faire. C'est pas intéressant. Le temps ne revient pas. Si jamais je fais un aller-retour à la plage et que je trempe mes pieds dans l'eau et je fais regarde, ça y est, c'est bon, je suis dans l'eau, tout va bien, on est bon, on repart. Ça prend 10 minutes. Le temps de faire le trajet, de plonger ses pieds dans l'eau. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'à la taille, hein. Le côté, oulala, c'est froid. Non, juste les pieds. Ça fait déjà le taf. Et après, on remonte dans sa voiture et on continue sa vie. Il y a la mer partout autour de la Martinique. On n'est pas obligé de s'engager dans du shampouinage, dans du rinçage, pour pouvoir dire, tiens, je vais faire un petit tour à la mer. Au lieu de se jeter dans les embouteillages, faites un petit tour à la mer. Parce que les embouteillages, ils vont passer. Que vous les preniez maintenant ou que vous les preniez dans un quart d'heure, vous allez quand même arriver chez vous à 18 heures pour ceux qui partent du centre et qui vont dans le sud. Il y a la plage au centre en attendant que les embouteillages passent. Ça sera le même temps pour arriver chez soi, mais entre-temps, on aura fait des trucs importants pour nous. Par exemple. Ok? Donc, on va identifier ce qui est vraiment important à vivre pour nous maintenant. Et puis surtout, on va remplacer tous les il faut et les je dois par je décide que pour obtenir le résultat escompté, je vais passer par telles étapes. Au lieu d'être en mode il faut que j'appelle le propriétaire de ce truc-là, il faut que je fasse de la prospection, il faut que, on va remplacer par je décide que pour trouver le bien qui m'intéresse, je vais appeler tel truc. Et vous allez voir que ça change la dynamique. Le fait de dire je décide que. Quand vous pensez, tiens, il faut que ça soit fait. Faites la liste. Comme ça va sortir de votre tête. Vous faites la liste de tout il faut. Pour faire la conférence, il faut que la salle soit propre. Il faut que la salle soit ouverte. Il faut que le PowerPoint soit prêt. Il faut que. Ok. Faites la liste des il faut. Et en face, vous faites la liste de voilà ce que j'ai envie de faire. Et dans tout ce qui n'est pas dans le j'ai envie de faire, parce que de toute façon c'est déjà là, vous allez identifier ce que vous choisissez de faire quand même et ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas parce qu'il faut que ça soit fait qu'il faut que ça soit vous qui le fassiez. J'ai pas fait le ménage ici, là, aujourd'hui. Pourtant, le ménage est fait. D'accord? Donc, on va faire la liste des il faut, on va faire la liste des j'ai envie. Et dans tout ce qui n'est pas j'ai envie, mais qu'on a décidé de faire quand même, eh bien, en fait, on va choisir de le faire. Et ce qu'on ne choisit pas de faire, on va choisir de le déléguer. Soit contre de l'argent, soit contre un échange de valeur. Et puis, une fois qu'on a listé tout ça, on va s'autoriser à faire la plus petite étape possible dès maintenant pour me rapprocher de mon objectif. Parce que des fois, la plus petite étape, c'est
Je prends le temps de respirer. Des fois, la plus petite étape, c'est, tiens, j'ai vu une annonce, je vais copier le lien, je vais le rentrer dans mon fichier Excel, et quand j'aurai un peu plus d'énergie, eh ben, je vais appeler l'agence. Parce que si jamais là, tout de suite, je suis dans une phase où j'ai pas envie d'avoir d'interaction avec les humains, ben, je suis pas obligée, en fait, de le faire parce que j'ai pas l'énergie pour ça. Donc, je vais faire tout ce qui n'est pas interaction avec les humains. On a vu, hein, il y a un paquet de trucs qu'on peut faire déjà pour avancer. Et puis, on va célébrer chaque petit pas. J'ai copié le lien de l'annonce. Wouhou! J'ai copié le lien de l'annonce. Bravo, moi! J'ai fait un pas de plus. On va se célébrer. On va célébrer chacune des actions qu'on a faites dans le sens de notre objectif. Parce que c'est facile de s'autoflageller. Ah oui, mais tu n'as pas fait, mais ceci, mais cela. Mais on a besoin de ce qu'on appelle le renforcement positif. Dans une relation, il faut 7 compliments pour contrebalancer un reproche. Ça marche avec la relation avec soi-même. Combien de fois vous vous êtes levé le matin et puis vous êtes regardé dans le miroir, oh, sale gueule, faut que j'aille me doucher, machin, etc. À quel moment tu t'es dit, ouh, t'es canon toi aujourd'hui? On va célébrer les pas, on va se dire bravo, on va se dire félicitations. Parce que quand on se dit félicitations, on se dit, c'est chouette quand même. Je vais faire une autre action pour pouvoir me dire félicitations. Et d'ailleurs, les jeux vidéo, ils l'ont bien compris. T'as réussi le niveau le plus pourri du truc, bravo! Et du coup, tu vas faire un autre niveau. C'est ce qu'on appelle les gratifications. Et ça active le renforcement positif. Donc, ça nous incite à agir davantage pour avoir à nouveau des gratifications. Donc, là où il y a une envie, il y a un moyen. Au lieu d'être en mode il faut, je dois, j'ai peur, ça me force, etc., on va passer par j'ai envie, je choisis, je nourris mes besoins, je décide. C'est la même chose, mais c'est d'autres mots. Voilà, j'ai envie de faire ça, je choisis de faire ça et je décide que maintenant c'est ça que je fais. Je célèbre chacune de mes actions et je kiffe. Parce que quand je kiffe, je suis dans la joie, je nourris mes valeurs et j'ai de l'énergie pour avancer. Et wouh, je suis déjà arrivée. C'était pas si difficile que ça en fait. Parce que j'ai kiffé. D'accord? Donc c'est comme ça que personnellement, j'éradique la procrastination. Parce que la procrastination, ce n'est qu'un symptôme, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on a besoin de se sentir aux commandes de sa vie. On parlait de leadership tout à l'heure. Quand vous envisagez un nouvel objectif, je vous invite à faire comme si vous aviez plusieurs personnes qui rentraient dans votre voiture. Pour que vous puissiez embarquer votre entourage là-dessus, vous allez vérifier quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre voiture, surtout quand on doit aller loin, on part de l'Atron Lumina, on va aux Salines, et ben si jamais il y a quelqu'un qui rentre dans ma voiture, qui a un bébé, qui a ceci, qui a cela, je vais aller m'assurer que, la personne a bien compris qu'une fois que j'ai démarré, c'est pour aller aux Salines. 2, qu'elle a son maillot de bain. 3, qu'elle a ses besoins qui sont remplis. Tu as fait pipi, tu as de l'eau, tu as de quoi te changer, tu as de quoi manger, ou tu as de l'argent pour pouvoir acheter là-bas, etc. Tu as bien compris que c'est là-bas qu'on va pour faire tel truc. De quoi est-ce que tu as besoin pour y aller? On va faire comme si il y a plusieurs personnes qui vont rentrer dans notre voiture. Quand on démarre un projet avec plusieurs personnes, on va s'assurer que, les personnes ont bien compris la même vision que nous. 2, que leurs besoins pour atteindre cette vision sont remplis. Ou quelles sont les options pour ça. Parce que sinon, je vais devoir faire des détours. Elle va me dire, ah oui, mais attends, mais il me manque de l'eau pour transformer le lait en poudre, etc., etc. Ou j'ai pas d'eau pour me rincer. Et puis, moi, je suis irritable quand j'ai un peu trop de sel sur moi, tu comprends?
ou je n'ai pas pris à manger et je n'ai pas d'argent non plus. Donc du coup, je vais crever la dalle toute la journée, je vais te faire suer parce que comme moi, quand j'ai faim, ben, je suis de mauvaise humeur. Ah ouais. Donc on va faire la liste avant. Où on va nous dire, ah bah tiens, arrête-toi parce que là j'ai envie de faire pipi, parce que j'ai bu 3 litres d'eau tout à l'heure et je suis pas allée. Ouais, non. On revient à la base. Quand vous embarquez dans un projet, assurez-vous que les personnes qui sont avec vous ont compris le projet, ont identifié les besoins, au moins les besoins primaires pour atteindre ce projet-là. Et, ok, à ce moment-là, tu es ok pour monter dans la voiture et là, on y va. Sinon, tu restes à terre. Et c'est ok, en fait. D'accord? La différence entre un manager et un leader. Un manager va faire tout ce qui est gestion de l'opérationnel. Il a une vision à court terme. Il va voir les processus, les optimisations, etc., etc. Le leader, lui, il voit loin et il est en mode adaptatif. Il va aussi impliquer les membres de l'équipe dans la construction. Le manager, lui, il est très directif en général. D'accord? Donc, autant que possible, positionnez-vous en tant que leader. Le manager, lui, veut éviter les erreurs. Les erreurs, vous avez déjà fait du sport sans avoir de courbature? Eh ben, les erreurs, c'est la même chose. Les erreurs, c'est la courbature du succès. Ok? Donc, pour devenir un véritable leader de votre équipe, vous allez faire ce qu'on appelle de l'accompagnement au changement. 3 étapes. On informe les membres de l'équipe de là où on veut aller. Tiens, j'ai décidé d'aller à Sainte-Lucie le week-end prochain. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. J'ai décidé d'y aller. Ok, je vais te former. Quel est l'intérêt pour toi de venir avec moi? Quels sont les bénéfices pour toi de venir en week-end à Saint-Lucie avec moi? Troisième chose, je vais impliquer la personne. Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on y aille au mieux? Moi, je ramène ça, toi, tu ramènes ça, toi, tu mets ça en commun, etc., etc. Parce que les gens n'aiment pas être des sacs à main qu'on transporte comme ça. Les gens n'aiment pas subir une situation. Et pour éviter de subir une situation, eh bien, on va devenir acteur de la situation. Et pour ça, qu'est-ce que tu proposes? Ça marche dans les conflits, ça marche dans les projets, ça marche tout le temps. Tu as des connaissances, des compétences. Ah bah tiens, tu pourrais faire ça comme ça, tu pourrais le faire là, tu pourrais faire comme... Moi, je pourrais faire ça aussi. T'as prévu de faire un repas. Ok, ben moi, j'aime bien faire les entrées et le dessert. Ok, c'est bon. Ou tiens, moi, je suis connaisseur en vin rouge. Et ben, du coup, je vais choisir le vin parce que toi, t'es une quiche dans le choix du vin. Ok. On informe, on forme, on implique. Et puis surtout, quand on implique, on écoute ce que les autres nous disent. Parce que si jamais c'est cause toujours tu m'intéresses, eh bien en fait la personne elle n'est pas impliquée dans le processus. Voilà. Votre travail commence maintenant. Merci pour votre attention. Et donc ça, c'est la première des choses, mais il y a aussi comment on s'organise. Moi, par exemple, j'ai mon tableau de bord. En début d'année, alors, comme beaucoup le font, hein, début d'année, on a toujours les bonnes résolutions du début d'année. Moi, je me fais un tableau de bord pour l'année, avec les objectifs à atteindre. Et ça me permet aussi de revenir sur les années précédentes pour voir qu'est-ce que je peux cocher, qu'est-ce qui a été fait, sans que peut-être que j'en ai pris conscience, mais il y a des choses qui se font et ça me permet d'avoir des indicateurs. Il faut fonctionner avec des indicateurs, c'est super important parce que ça vous permet à chaque fois de savoir, de suivre. Est-ce que vous êtes dans votre stratégie, la stratégie que vous avez définie. Alors cette stratégie, elle peut être modifiée. Hein. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez avoir à un moment donné une opportunité qui fait que vous changez de stratégie ou pas. Mais en tout cas, c'est d'avoir un tableau de bord. Donc Victoria, elle a donné quand même pas mal de petites clés. Je me suis revu un petit peu dans plein d'exemples parce que souvent on pense qu'on n'a pas fait.
on n'a pas suffisamment fait, mais faites un jour l'exercice de lister tout ce que vous avez déjà fait. Et vous allez voir que la liste, elle peut être impressionnante. On peut ne pas avoir conscience qu'on a réalisé pas mal de choses, alors que c'est le cas. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette conférence.